essayer de déterminer sur quel canal tu vas avoir le plus de réponses. Inversement, tu vois, sur une cible qui est très tech, ça va peut-être prendre davantage sur LinkedIn. Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que moi, la quasi-totalité de mes campagnes, ça se fait dans tous les cas sur du... Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Florian Rosat, qui est growth marketer B2B et qui est créateur du média Outbound House. Comment tu vas, Florian ? Salut Laetitia, écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir ici, je suis très content. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je suis content parce que effectivement, je pense que pour parler Outbound, tu étais un des meilleurs invités à avoir cette année. L'objectif en fait de cet épisode, ça va être de parler de prospection, mais surtout, on va plutôt parler de comment déclencher des conversations, notamment parce Ouais. que on le sait, la prospection c'est devenu de plus en plus dur. Il y a quelque temps, il y a eu un énorme switch dans la prospection où l'idée, en tout cas ce qui est dit, même si tout le monde ne le fait pas, c'est de ne plus booker, de demander de booker des rendez-vous, mais de déclencher des conversations qui vont amener petit à petit à des rendez-vous. Et donc du coup, ça demande du coup de la technique. Tout le monde ne l'a pas. Et l'idée, c'était de parler de ça avec toi. Mais avant de Ouais. commencer, présente-toi un petit peu. Ouais, écoute, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian, je suis growth marketer B2B. J'ai une spécialité sur la prospection. Donc principalement, on part du cold emailing et de la prospection LinkedIn. Moi, je ne fais pas de call call. Je fais tout ça en freelance. Je suis freelance depuis à peu près 6 ans, même si ça fait pas 6 ans que j'ai cette spécialité en prospection. Je bosse principalement avec des startups et des PME dans du B2B, principalement dans la tech. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, j'ai un média qui s'appelle Outbound House. C'est un média dans lequel j'interviewe des experts en prospection. Ils partagent l'une de leurs séquences en vidéo. Et en fait, ça, c'est... L'idée m'est venue, si tu veux, que quand j'ai commencé à vraiment focus sur la prospection, j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de ressources concrètes. En fait, tu avais beaucoup de ressources sur comment améliorer ta délivrabilité, sur comment faire ta segmentation, etc. Mais assez peu d'exemples concrets de prospection. Et je trouve que c'est là où il peut vraiment y avoir de la valeur. Et donc, c'est là que j'ai décidé de lancer cette série d'interviews, en fait, pour répondre initialement à mon propre problème. Trop bien. Et du coup, je conseille fortement d'aller y faire un tour. Ça permet de donner des choses très concrètes, d'inspirer en tout cas pour avoir des idées de campagne de prospection qui marchent et qui ont fait leurs preuves surtout. Et ce que j'aime bien en fait dans ton modèle, c'est que tu montres les preuves. C'est pas juste du blabla. On a vraiment ensuite le procédé et les résultats derrière une campagne. Du coup, on va Ouais, commencer juste. Ouais, excuse-moi. ouais, Je t'ai coupé. l'objectif, c'est que ça... Ouais, je disais, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment actionnable pour les gens qui regardent. Mais je pense que pour l'instant, c'est plutôt réussi là-dessus. Yes. Du coup, justement, en rentrant dans le vif du sujet, Ouais. aujourd'hui, c'est compliqué de déclencher des conversations. Du coup, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire là-dessus, sur la prospection, sur un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cette partie-là? Est-ce que c'est toujours possible d'avoir des rendez-vous? Je te pose la fameuse question avec des emails et avec LinkedIn, puisque tu Ouais. n'utilises pas le téléphone. Par rapport au switch dont tu parlais, pour partir un peu de là, je pense que le switch, tout le monde a à peu près en tête de quoi il s'agit. C'est que forcément la prospection via le cold emailing, via LinkedIn, via les automations, c'est devenu de plus en plus accessible, là où c'était réservé à des gens peut-être un peu plus geeks avant. Maintenant, c'est très facile de le faire. Maintenant, le faire bien, forcément, c'est plus compliqué. Et je pense qu'avant, la priorité, c'était pas forcément de déclencher des conversations. Avant, on avait sûrement une approche qui était un peu plus directe, avec des calendly qui sont poussés dès le premier email, voire des landing pages, etc. Et on avait moins, je pense, cette idée de déclencher des conversations. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment essentiel, qu'on va très rarement booker un meeting directement sur un premier email. Ce qu'on cherche à avoir déjà, c'est une conversation avec le prospect. Déjà, ça va nous permettre d'avoir des éléments sur lesquels rebondir, parce que dans les réponses, ça nous permet d'orienter nous-mêmes nos retours. Donc, à partir du moment où la personne répond, l'email, la séquence s'arrête, on n'a plus de relance automatisée et on peut répondre de manière plus personnalisée.
En fait, moi, je vois cette conversation comme le début de cette conversation comme une première étape d'un entonnoir qui dirigerait à ce moment-là vers un échange qualifié, un call ou une démo. OK. Alors du coup, très cool ça, mais comment tu t'y prends, en fait, tout simplement? Parce que, aujourd'hui, on peut, se dire, OK, tu envoies des messages, tu as aucune réponse. Comment tu fais pour déclencher, cette conversation? Comment tu fais pour faire en sorte qu'une personne se dise: «OK, c'est pas l'énième message que je reçois, cette fois je vais répondre»? Ouais. Juste avant de parler de ça, je vais juste quand même préciser que on en parle trop peu, hein, mais quand même, pour moi, ce qui reste avant de parler de toutes ces choses, ce qui reste essentiel en prospection quand même, c'est d'avoir et c'est que son produit ou son service, il répondent à plusieurs Ouais, critères. bien sûr, bien sûr. Donc, Je veux bien. on va passer très rapidement là-dessus, mais c'est vrai que c'est forcément plus facile avec un produit ou un service qui est différenciant versus, je sais pas moi, une agence, tu vois, une agence vidéo qui fait la même chose que toutes les autres. Bah, forcément, ça va être plus difficile en prospection. C'est plus facile aussi s'il y a de l'intent data qui est disponible. Donc, l'intent data, tu sais, c'est des signaux d'achat. Ça peut être l'utilisation d'un produit, ça peut être une levée de fonds, ça peut être un recrutement. Donc, c'est des informations sur lesquelles on peut s'appuyer. Et surtout, je trouve qu'on parle trop peu de la nécessité d'avoir une bonne offre. Euh, Ouais. Forcément, tu vois, parfois tu as des boîtes, un peu l'exemple caricature, hein, mais tu as des boîtes qui ont actuellement zéro client, ou alors que des clients qui proviennent du réseau, etc. Et qui s'imaginent tout de suite à pouvoir avoir des résultats extraordinaires sur de la prospection. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein, ça peut permettre d'obtenir des feedbacks précieux, mais forcément, toutes ces choses, elles vont avoir une grande importance. Et Je te par rejoins, ouais, je vais juste, je te rejoins juste pour compléter parce qu'en fait, parfois, on peut avoir l'impression d'être contacté, parce qu'on dit: «Voilà, on a un problème en prospection, on comprend pas, on n'a pas assez de rendez-vous» et cetera. Parfois, on peut être amené à avoir mis en place plein de choses, qui fonctionnent pas et effectivement, parfois, c'est vraiment en amont, le problème. Le problème vient du positionnement, le problème vient de l'offre et du coup, bah, ça, c'est des choses sur lesquelles, n'importe quelle personne ou même un sales, n'a aucune prise là-dessus et donc c'est bien, en tout cas, de le rappeler parce que, parfois les problèmes de prospection ne viennent pas de la technique, ne viennent pas du canal et cetera donc merci en tout cas de l'avoir précisé. ouais, ouais, complètement. Et puis ça va impacter toutes les autres équipes, enfin tous les autres canaux, tous les autres canaux pardon d'acquisition. Maintenant, sur comment déclencher des conversations, moi je pense que ça passe principalement par l'art de poser des bonnes questions. Et c'est pas si facile que ça. Pour moi, les critères d'une bonne question, déjà, c'est qu'on doit pouvoir y répondre facilement, tu vois, sans se prendre la tête 1000 ans à réfléchir. Tout à l'heure, si tu veux, je te donnerai des exemples un peu de bonnes questions et de mauvaises questions pour illustrer un peu plus concrètement. Ouais, carrément. Donc on doit pouvoir y répondre facilement. En même temps, c'est une réponse qui doit pouvoir aiguiller le sales ou le growth qui gère les campagnes. Tu vois, on cherche pas non plus à ce que la personne nous dise. Si la personne nous dit oui, non, on nous répond vraiment sans donner d'informations, ça va être compliqué de rebondir derrière. Donc c'est vraiment un juste milieu à trouver. Idéalement, du coup, ce que ça donne, c'est une question ouverte qui demande pas trop de réflexion à la personne. Parce qu'on le sait, bah, les gens, ils ont pas le temps. Personne n'a 5 minutes à prendre pour répondre à un call d'email, hein, sauf très rare cas. Donc on veut une question ouverte qui va nous permettre d'avoir des informations, mais qui demande peu d'efforts à la personne pour répondre. Et ça, souvent, c'est assez peu appliqué finalement parmi les gens qui envoient des calls d'email ou de la prospection sur LinkedIn. Si tu veux, je peux commencer par quelques exemples que moi je vois souvent et qui pour moi sont pas des enfin qui sont des mauvaises questions. Et après j'enchaînerai Ouais. avec des exemples pour moi qui sont des bonnes questions. Bah, le premier exemple, tu vois, c'est toutes les questions. On le voit de moins en moins, mais on le voit encore un peu. C'est des questions grosses ficelles. J'appelle ça des questions grosses ficelles avec des trucs où tu sens direct que tu tombes dans un piège sales, tu vois. Par exemple, si je te dis, ouais, Laetitia, est-ce que tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires euh, Moi, ce genre de question, Ouais. elle sert à rien, elle va pas orienter la conversation. Évidemment, tout le monde a envie d'augmenter son chiffre d'affaires. Euh, Il y a des cas aussi où je vois des questions, tu vois, où les gens se tirent un peu une balle dans le pied avec des questions fermées dès le premier mail. Tu vois, par exemple, souvent, on va demander à la personne si c'est elle qui est en charge de ces sujets. Euh, pour moi, là, c'est une opportunité un peu trop facile pour la personne de dire non
Et après, éventuellement, elle peut t'aiguiller ou pas vers la bonne personne. Mais ce genre de questions, moi, je veux plutôt les réserver en fin de séquence. Et puis, a priori, si tu as bien fait ton ciblage, tu devrais quand même avoir la personne qui est en charge de Ouais. ces sujets. Mais c'est peut-être une porte de sortie un peu trop facile pour la personne de se dire qu'elle n'est pas en charge de ces sujets, que ce soit le cas ou non. Et puis surtout, parfois, c'est généralement des questions, en tout cas, sur lesquelles tu as peu de réponses parce que les gens vont pas répondre à un truc aussi, parfois souvent aussi un peu aussi basique s'il y a pas eu de discussion derrière ou s'il y a pas de enfin voilà, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est pas les endroits où tu as le plus de réponses, quoi, Ouais, ouais, ou alors enfin, voilà. en fin de séquence, moi je trouve que je l'utilise, tu vois, plutôt en fin de séquence, en mode repêchage, tu vois, pour si vraiment t'as pas eu de réponse tout au long de la séquence, ça peut te permettre de gratter quelques infos sur une personne qui serait le contact supplémentaire, si c'est la raison de la non-réponse. Mais en tout cas, Mmh. pas de le premier email. Euh, Ensuite, tu as aussi toutes les questions qui demandent, ça je le vois beaucoup, c'est tu vois, toutes les questions qui demandent trop de réflexion. En fait, tu as la flemme de répondre. Donc par exemple, Ouais. si je te dis, ouais, toi Alexia, c'est quoi tes priorités pour vendu sur les 3 prochaines années, tu vois? C'est, Ouais, je ne vais pas te répondre. tu vois, En pleine journée, ouais, clairement, je tu, te répondrai pas. tu sais pas, ça demande de l'introspection, Ouais. etc. Donc trop compliqué. Et puis sinon, tu as toutes les questions trop génériques, trop directes. Tu vois, si je te dis, bah tiens, on a sûrement des synergies, ça te dit qu'on échange. Bon, il y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose. Ok, maintenant, voilà, maintenant qu'on a fait les mauvais exemples, je te propose de donner des exemples qui, pour moi, sont des exemples de bonnes questions. Une première bonne question pour moi, c'est quand tu demandes bah, comment est-ce que vous gérez ça en interne. Tu vois, si par exemple, j'ai une proposition de valeur qui est liée à, je sais pas moi, à la rédaction d'articles sur le SEO, tu peux simplement demander comment est-ce qu'ils font ça en interne, est-ce qu'ils Mmh délèguent mh. à une agence, est-ce qu'ils ont quelqu'un en interne ou un freelance. Euh, Ça, c'est une première bonne question. Un autre exemple que j'ai noté, tu vois, si notamment pour toutes les solutions qui sont liées à l'intégration, tu pourrais très bien voir qu'une personne utilise tel CRM, mettons HubSpot, et puis que derrière elle utilise tel autre outil qui n'a pas d'intégration native. Tu pourrais leur demander simplement comment est-ce qu'ils intègrent ces deux outils. Soit ils peuvent te donner une solution, ils le font en mode bricolage, soit ils les intègrent pas du tout, etc. Mais en fait, tu vois, le point commun de ces deux questions, c'est qu'elles cherchent pas directement à vendre. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est ouvrir la conversation sans directement vendre. Les gens voient derrière. Je, moi, je pense que dans tous les cas, à partir du moment où tu fais de la prospection, les gens sont pas très naïfs. Ils le voient. Ils savent in fine, ce que tu vas chercher à faire, c'est vendre. Mais faut pas que l'approche soit trop agressive. Et c'est bien pour ça que tu as des questions qui semblent ne pas vendre, mais qui te permettent, toi, de OK. récupérer des informations précieuses. OK, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut pas essayer parce que parfois on peut avoir des conseils qu'on voit passer par-ci par-là, de pas essayer d'être trop salesy. Bon, en fait, la personne si on contacte une personne a priori qui nous connaît pas, elle sait qu'on va lui vendre une quelque chose. Elle le L'important c'est sait. plus d'avoir voilà, elle le sait, c'est plus d'avoir une bonne approche et justement de Ouais, marquer sur le fait d'avoir une approche un peu différenciante par rapport à tout ce qu'elle peut recevoir, généralement, plutôt qu'essayer de montrer que tu as pas envie de vendre, quoi. Voilà, en fait, tu es là, ouais, tu prends une discussion et surtout, enfin, je le dis parce que parfois, on peut avoir des trucs en mode genre, faut pas que les gens ont l'impression de vendre. Bon, tu es sur LinkedIn, sur un réseau social qui est quand même un réseau social qui permet le plus de vendre aujourd'hui, LinkedIn. Autrement, on serait ailleurs, hein. On passerait, je pense, nos journées plus facilement sur YouTube si vous voulez passer du bon temps que sur LinkedIn. Donc, si on est ouais. là, c'est parce que tout simplement, c'est que c'est un super canal pour déclencher des conversations. Donc voilà. Et puis surtout, généralement, on a toi, ton titre, c'est Growth Marketer. Moi, mon titre, c'est consultant sales. A priori, on me voit venir à 10 Ouais, kilomètres, quoi. ouais, les gens voient où tu veux en venir dans tous les cas. Je pense Ouais. il faut s'enlever ce poids. Les gens savent que tu veux vendre. Et ouais, pour revenir sur les questions, le dernier exemple que je voulais citer, tu vois, c'est un cas un peu particulier, mais qui est de plus en plus pertinent, je trouve, c'est, tu vois, les ressources. Euh, les ressources, si tu arrives à produire des bonnes ressources, ça peut être des use cases, ça peut être des listes, ça peut être des process à répliquer, etc. Mais en fait, ça te permet d'apporter de la valeur sans directement vendre parce que tu proposes ta ressource gratuitement. Alors, encore une fois, il faut que la ressource soit quali. Hein, si c'est pour balancer un PDF éclaté, ça va pas aboutir à grand chose. Mais tu vois, si par exemple,
je te propose une ressource dont je suis à peu près sûr qu'elle va t'intéresser parce que j'ai bien fait mon ciblage en amont. Tu peux très bien dire à la personne, bah voilà, j'ai telle ressource, tel truc. Est-ce que ça te chauffe que je te partage? Au lieu de le donner directement, tu vois, tu demandes déjà à la personne si ça l'intéresse. Déjà là, la personne, elle peut très, très facilement répondre oui. Ça va te permettre derrière d'ouvrir la conversation et de faire un peu quelque chose que tu vois, un peu comme on peut faire par exemple avec les lead magnets où tu demandes aux gens de commenter. Derrière, ça te permet d'ouvrir la conversation avec eux en DM quand tu leur envoies la ressource. OK, mais alors sur ça, je Euh, vais juste m'arrêter là-dessus parce que c'est important aussi également. Qu'est-ce que tu ferais toi pour qu'en fait t'assurer qu'elle soit quali? Parce que tu vois, à chaque fois, par exemple, que moi je donne ce conseil aux gens, au final, quand ils me disent: «Ouais, effectivement, on aura des choses à communiquer», quand ils me font un peu la liste, c'est souvent, pas très bon et donc je sais très bien qu'ils vont pas avoir énormément de réponses. Je te dirais moi parfois des choses que j'ai mis en place, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Comment tu peux checker, que tu vas proposer en fait, la bonne ressource? Ou comment tu peux checker que tu peux construire la bonne ressource? ouais, bah, je pense que là, en fait, je pense que la ressource, elle doit être le moins générique possible. C'est-à-dire que je vais reprendre mon exemple de l'agence, mettons une agence SEO. Euh, Mettons qu'une agence SEO, elle souhaite pousser un use case. Tu vas l'envoyer tu proposes à ton prospect de la recevoir pour montrer comment tu as aidé tel client à obtenir Ouais. tel résultat grâce à telle solution. Si tu fais ça et que tu veux que ça serve à quelque chose à ton client et qu'il puisse se projeter éventuellement en train de travailler avec toi, il faut que cette ressource en question, elle soit sur, par exemple, je sais pas moi, si tu vas prospecter des dentistes, il faut que tu montres un use case que tu as fait avec un dentiste. Ouais. Il faut que ce soit une ressource qui soit personnalisée et qui soit derrière actionnable. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on cherche à faire avec les ressources, c'est que la personne elle se dise, OK, c'est cool, ça permet d'obtenir tel résultat. Peut-être que je pourrais le mettre en place en interne parce que voilà, j'ai deux trois personnes au marketing, mais dans la réalité, je sais que ça va être galère, je sais que je vais gagner du temps et de l'argent si je le fais avec la personne qui vient de me prospecter. Donc, en plus, c'est elle qui vient, elle vient de me montrer qu'elle sait déjà le faire puisqu'elle a fait ce use case. C'est un peu le sentiment que tu cherches à créer là-dedans. OK. Et la deuxième possibilité aussi, moi, que j'aime bien, c'est, tu vois, quand tu fais des ressources, pour le coup, qui sont encore plus personnalisées, tu vois. Si je reprends l'exemple de l'agence SEO, tu pourrais très bien dire, bah tiens, Laetitia, j'ai vu ton site vendu. Mmh. Euh, je pense que tu pourrais, enfin, j'ai trouvé trois ou quatre gros points que tu pourras améliorer sur ton SEO. Si ça te dit, je te fais une vidéo, je t'explique tout ça. Donc là, si la personne te dit qu'elle est intéressée, tu fais la vidéo et effectivement, tu l'as fait vraiment pour le site de vendu. Si elle n'est pas intéressée, c'est pas grave, mais au moins, cette ressource, tu la produis uniquement lorsque tu as l'intérêt. Ça t'évite en fait d'aller produire des vidéos pour chacune de tes cibles. Ça te permet de lancer la conversation avec la personne. Et tu vois, c'est ce genre d'action un peu où tu fais un peu l'extra mile qui, pour moi, aujourd'hui, font la différence, tu vois, sur de la prospection. Je suis d'accord avec toi. La seule chose que je rajouterais, c'est que je pense qu'on parfois on se coupe de ça. C'est peut-être de demander directement, à notre cible. On a toujours en fait dans nos clients des gens qui sont, assez partants pour nous donner des conseils et donc moi je sais que parfois des trucs que j'essaye, c'est de dire tout simplement: «Voilà, si je construis cette ressource, à quel point ça peut t'intéresser?» ou à quel point c'est c'est quelque chose sur lequel, franchement, il y aura pas d'intérêt, tu vas pas me répondre. Et je pense que ça peut être aussi un bon moyen aussi de construire en fait des ressources ou en tout cas avoir des pistes. Mais, là où je te rejoins effectivement, il faut que ce soit personnalisé et que ce soit pas quelque chose que tu pourrais, tu vois, envoyer à 10 000 personnes À d'un la terre coup, entière, ouais. voilà, à la Mm. terre entière. Mais par contre, en tout cas, tu vois, genre, que ce soit, tu vois, un audit comme tu as proposé, sur la partie SEO ou que ce soit peut-être une ressource, je sais pas, une étude ou un use case et cetera. Bah, c'est bien de se dire: «Est-ce que ce format-là, il serait pertinent ou pas?» parce que d'un secteur à un autre, d'un persona à un autre, ça peut être très, très variable. Est-ce que c'est une cible, par exemple, qui consulte tel type de ressources? Est-ce que, c'est une cible qui consulte, qui préfère tel type de format? Il y a des gens qui seront plus aptes à regarder un format vidéo, d'autres au contraire un format plus écrit, ou autre, tu vois? Donc c'était plus ça que je voulais Ouais, rajouter carrément. Ouais, et du ouais, coup bah ça, voilà. tu peux le tester avec tes clients, enfin, Mmh, oui, surtout abs avec tes clients, en fait. C'est eux mmh, qui pourront répondre à cette question. Et puis, ah oui, le truc important aussi dont moi j'ai horreur, tu sais, quand tu commandes pour recevoir une ressource sur un lead magnet,
Donc, tu as déjà fait l'effort de commenter le post LinkedIn, etc. Et que tu ressens Et rien? que derrière, on m'envoie une landing page sur laquelle je dois encore rentrer mon mail. Ouais. Pour moi, c'est trop. Enfin, surtout, alors, dans le cas du lead magnet, c'est encore un peu différent, parce que je comprends aussi que ça peut être intéressant de récupérer l'email. Maintenant, sur de la prospection, on va évidemment donner l'accès directement à la ressource. Complètement, ouais, très important de le dire parce qu'on pourrait, vouloir avoir l'email pour pouvoir ensuite, alimenter, du coup, sa campagne, mais Ouais, puis on c'est pas l'a une bonne déjà idée. l'email a priori. Ouais, a Ouais. priori, si on a fait bien son job aujourd'hui, on l'a. OK, trop bien pour, on a une bonne vision des bonnes questions et des mauvaises questions à poser. Est-ce que Yes. maintenant tu pourrais, donner un petit peu, parce qu'il y a toujours cette question sur le meilleur canal pour déclencher des conversations. Aujourd'hui, pour toi, c'est lequel, sur lequel c'est plus simple? Ouais, alors moi déjà, je suis concentré sur cold email et LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que évidemment, tu as d'autres canaux de communication, tu as WhatsApp, tu as Twitter, etc., que moi, j'explore moins pour différentes raisons. Mais en tout cas, je peux te faire le comparatif entre le cold email et LinkedIn. J'ai pas, au risque de te décevoir, j'ai pas de réponse arrêtée. Moi, personnellement, je trouve que LinkedIn est plus adapté pour faire des conversations, tu vois, parce que c'est un outil de messagerie, en fait. C'est plus enclin à la conversation. Tu peux répondre à un message LinkedIn quand même plus facilement qu'un email. Tu vois, un email, en général, inconsciemment, tu vas un peu te forcer à y mettre les formes et ça va te prendre plus de temps pour rédiger un email que sur la messagerie LinkedIn. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment de la cible. Suivant les cibles, tu peux avoir des grosses différences d'un canal à un autre. Tu vois, sur une cible, mettons, qui est assez peu sur LinkedIn, je sais pas quelle cible on pourrait avoir qui est peu LinkedIn. Tu vois, des cibles dans le secteur public notamment. Généralement, eux, tu vas plutôt avoir des réponses sur de l'email. Tu vois, Ouais, récemment, complètement. j'ai fait une campagne qui ciblait des mairies. Le gros des réponses, on les a eu sur de l'email, hein. On les a pas eu sur Ouais, LinkedIn. sur LinkedIn, ils sont, je Inverse. pense inexistants d'ailleurs. Si tu regardes leur Ouais, profil, tu vois, il doit y avoir que ouais, c'est des profils sans ouais, photo. il y a pas de photo, il doit y avoir, allez, à la limite, l'école où ils ont fait, leurs études et puis c'est tout, quoi. Tu vois, ça s'arrête là. Le Ouais, job, et puis tu vois, voilà. ils vont se connecter peut-être une ou deux fois par mois. Enfin, Mmh mh. j'exagère, mais tu vois, tu peux sur l'exemple du public là, c'est assez obvious, mais tu peux quand même essayer de déterminer sur quel canal tu vas avoir le plus de réponses. Et puis inversement, tu vois, sur une cible qui est très tech, bah, ça va peut-être prendre davantage sur LinkedIn. Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que moi, la quasi-totalité de mes campagnes, ça se fait dans tous les cas sur du multicanal, hein. Donc, je vais alterner LinkedIn et l'email. Et puis, ça me permet de voir s'il y a l'un ou l'autre des deux qui prend. OK, trop bien. J'ai 2 questions du coup, avant de passer, à la suite et notamment à des exemples concrets de campagne. Genre, Ouais. si on prend d'abord, peut-être l'email, après on parlera de LinkedIn. Sur l'email, aujourd'hui, tu sais avec les nouvelles restrictions, hein, je crois que c'était, à partir du 1er février 2024. Aujourd'hui, est-ce que c'est un canal que tu vas conserver, que tu penses que, ce serait quoi ta reco pour tous ceux qui sont en train de dire sur LinkedIn: «Abandonnez, l'email, faites du content». Ouais. Ou faites du cold call. C'est quoi ta position? Je sais que pour moi, je trouve que l'email, reste toujours pertinent, c'est juste qu'il faut être plus rigoureux, plus technique et meilleur justement dans sa capacité à déclencher des conversations. Toi, ça va être quoi ta position? Ça va changer quelque chose? Rien pour toi? Moi, ça va pas changer grandement. Si tu veux, ça va renforcer ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire à savoir faire de la segmentation la plus poussée possible, versus adresser des énormes batchs. J'ai jamais été dans cette optique, si tu veux, d'adresser des énormes batchs. Si j'ai une cible qui est assez large, je vais faire en sorte de la restreindre en différents segments pour pouvoir avoir une approche la plus personnalisée possible. Sans forcément faire de l'hyper-personnalisation, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quand même des gros efforts qui doivent être faits en termes de ciblage, en termes de détection des signaux d'achat pour arriver au bon moment et éviter à tout prix d'être perçu comme du spam. C'est vraiment ce qu'on va chercher. Donc ça, si tu veux, c'est quelque chose que je conseillais déjà avant ces annonces. Et je pense que c'est d'autant plus vrai après ces annonces. Et ensuite, pareil, hein, bah, faire attention à ces stades d'un point de vue délivrabilité, continuer de créer des domaines qui sont dédiés à la prospection, en faire plus si nécessaire,
et privilégier la qualité au volume sur sa prospection. Donc OK. pas de gros changements pour moi, juste renforcer les positions qui a priori étaient déjà prises avant. OK, nickel. Et sur la partie LinkedIn, est-ce que tu as des teams, vocales? Aujourd'hui en France, tu recommanderais en fait d'utiliser la partie vocale? On voit beaucoup de gens, qui, du coup vont plutôt faire du texte en fait, quand ils vont prospecter. En tout cas moi les gens qui me démarchent utilisent principalement le texte. Moi, c'est m'est arrivé de temps en temps, de me dire: «Bon vas-y, je vais peut-être tester la partie vocale». Mais toujours avec une peur quand même de me dire: «Ouh là, est-ce que ça va pas être mal pris?» Surtout sur des C-level, hein, évidemment. Sur des Ouais. profils un peu plus, sales et cetera, je pense que ça passe très, très bien. Mais comme en fait je fais beaucoup de contenu et donc je reçois beaucoup de messages et donc pour répondre à tout le monde, parce que j'essaie de répondre à tout le monde, je fais du vocal. Bah, il y a des moments où je me suis dit: «Mais pourquoi je le ferais pas aussi pour de la prospection?» Tu en penses quoi toi? Ouais, alors moi, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a pas énormément d'outils de prospection pour l'instant qui permettent de l'automatiser. OK. Ce qui fait que derrière, il y a pas énormément de gens qui l'utilisent en prospection. En réalité, moi je le vois, hein, parfois, mais le ratio entre de la prospection purement texte et de la prospection avec des vocaux, bah, quand même, tu as une énorme majorité qui est purement texte. Je sais moi aussi que quand je reçois des vocaux, je l'écoute en fait, ne serait-ce que par la curiosité. Là où quand tu reçois un DM LinkedIn, tu vas directement voir les premiers mots qui vont s'afficher sans même que tu ouvres le message. Du coup, tu vas inconsciemment, tu vas déjà faire un tri. Et si ça t'intéresse pas ou si tu sens que c'est trop bullshit, tu vas pas l'ouvrir. Le vocal, t'as aucune info. Donc, ne serait-ce que par curiosité, tu vas l'ouvrir. Donc, je pense que si c'est bien utilisé, ouais, c'est un très bon élément à ajouter à sa prospection. OK. Faut bien le faire, évidemment. Faut pas faire des vocaux de 3 minutes, mais De toute façon, tu peux pas sur LinkedIn, c'est 1 minute chrono. oui, c'est 1 minute, je crois que c'est limité. Oui. Exactement, tu éliminé. OK. Bah, du coup, j'avais envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc effectivement, on peut pas automatiser, mais si par exemple, à un moment donné, tu as réussi à déclencher une conversation, ça peut être un outil qui peut être utilisé et puis, bah, en amont, ça peut se tester, mais que si on n'automatise pas, si je pense Ouais. que, Si, tu peux l'automatiser, hein, tu peux l'automatiser. Aujourd'hui, il y a la d'accord, Growth OK. Machine qui permet de le faire. Mais tu as d'autres outils qui ne le proposent pas encore, qui très certainement le proposeront par la suite, tu vois, Ouais. c'est évident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que tous les outils ne le proposent pas, c'est une fonctionnalité qui est encore assez peu utilisée. Et puis tu as toujours ce côté, voilà, plus une technique est utilisée, moins elle devient efficace. Pour les vocaux, je trouve que c'est encore relativement peu utilisé. Donc À tester. là, sur 2024, oui, je pense que ça peut clairement permettre d'améliorer les performances des campagnes. Voilà. De toute façon, les performances, ça repose jamais sur un seul élément. Tu vas pas avoir une campagne qui cartonne simplement parce que tu as utilisé des vocaux, mais ça peut faire partie des choses qui te permettent d'avoir un meilleur taux de réponse, ouais. OK. Une autre question sur laquelle j'ai envie d'aller, c'est, souvent on se pose la question, on voit beaucoup de choses tourner sur les internets. C'est quoi une bonne campagne qui marche, justement? En termes de taux d'ouverture, taux de réponse, taux d'intérêt? C'est quoi en fait je pense que ce serait pas mal d'avoir un petit peu, alors ça existe, hein, évidemment, plutôt, je vois beaucoup de choses aux États-Unis. Moi, c'est ce que je regarde un petit peu pour voir si mes campagnes fonctionnent. Mais toi, du coup, tu dirais quoi là-dessus? Comment tu juges En tes termes de campagnes? stats, Ouais, ouais, en termes de stats, bah déjà, comment je juge mes campagnes Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les stats, taux d'ouverture, taux de réponse, etc., elles sont là pour nous, en tant que growth, en tant que sales, en tant que personne qui fait les campagnes. Le client, à la fin, il s'en fiche. Si tu veux, si t'as 80% de réponses, mais que ça a signé 0 deal, bah, le client, en fait, il sera pas satisfait. Donc, à la fin, pour moi, la seule métrique qui compte, c'est les deals signés, ou au moins le nombre d'échanges qualifiés qui ont eu lieu au téléphone ou en visio. Maintenant, j'aime pas non plus parler de vanity metrics sur le reste, parce que c'est quand même des stats que tu es obligé d'optimiser. Je vois ça un peu comme un entonnoir, tu vois, la personne, elle est déjà obligée... Enfin, t'as envie que la personne, déjà, elle consulte ton message, t'as envie qu'elle y réponde, si possible, de façon intéressée, et si possible, qu'elle book un call derrière. Et encore mieux que ça signe à la fin. Donc en fait, toutes ces étapes, elles sont interdépendantes. Et si tu veux, ouais, je peux te donner quelques stats. C'est des stats qui correspondent
à la moyenne et à des objectifs que tu peux viser. Je dis ça parce que évidemment, toutes ces stats que je vais donner, il y a des gens qui vont dire ouais, moi je fais beaucoup mieux, j'ai utilisé tel truc, tel truc. Tu peux évidemment faire beaucoup mieux, mais la réalité, elle correspond à peu près à ces stats. En termes de taux d'acceptation sur LinkedIn, les stats, tu vas être autour de 30-35%. Quand tu commences à dépasser les 35%, ça commence à être bien. Encore une fois, ça peut être largement optimisé. Tu peux doubler ce taux si tu passes par des mécanismes de social warming, donc où tu interagis avec la personne en amont, tu commandes ses posts, etc. Là, tu peux faire beaucoup mieux. Mais la réalité, c'est que la moyenne, tu es quand même plutôt autour des 30-35%. OK. Sur du cold emailing, en fait, moi, j'avais envie de te... Parce que j'ai regardé un petit peu, du coup, avant l'enregistrement. Moi, j'avais envie de te dire de viser 50-60% en taux d'ouverture. J'ai regardé un peu les stats et j'ai trouvé des chiffres beaucoup plus bas, aux alentours de 30%. 30% pour moi, c'est quand même assez alarmant et c'est sûrement dû à un problème. Quand même, il y a sûrement un sujet sur la délivrabilité. Moi, j'essaie de viser au moins 50-60%. 30%, je trouve que c'est trop bas. Encore une fois, tu peux faire plus, suivant ta segmentation, suivant le travail sur les objets, les premiers mots de ton message. Sur le taux de réponse, ça, je trouve que c'est la métrique qui a beaucoup changé, bah, notamment dû au fait que la prospection est plus accessible, qu'il y a plus de gens qui en font. Avant, je t'aurais dit de viser les 30% de taux de réponse pour te dire, OK, là, j'ai une campagne qui marche. Aujourd'hui, je pense que même déjà à 20%, ça commence à être pas trop mal. OK. Donc pareil, ça peut être amélioré, évidemment, il y a des gens qui font beaucoup plus sur des cas particuliers, etc. Mais si vraiment je prends la moyenne, à partir de 20%, je considère que ça commence à être pas trop mal. Derrière, tu as la métrique que j'appelle le taux d'intérêt, mais donc c'est parmi les réponses combien de personnes sont intéressées. Pas forcément des personnes qui bookent un call ou qui signent, etc., mais des réponses sur lesquelles tu sens que tu peux continuer de creuser et puis d'arriver plus loin dans le process sales. Là, moi, ce que je cherche à viser, c'est 50% de réponses intéressées parmi les réponses. OK. Du coup, la moitié de réponses non et la partie, Ouais, réponse oui. OK. ouais, Très clair sur ça. Alors, bon, on va quand même dire que, tu vois, une campagne réussie, à partir du moment où tu as des réponses, c'est que c'est positif quand même, même si elles sont non, c'est-à-dire que tu as réussi à déclencher, un intérêt et surtout, en tout cas, une envie de te répondre en te disant: «Bah, c'est pas la peine de perdre mon temps», donc avec une bonne approche. Effectivement, bah, après, il y a peut-être des sujets de revenir si on a trop de non, à peut-être aller chercher, si la ouais, segmentation est bonne, si on est sur la bonne temporalité aussi. En fonction de ton produit, tu es peut-être pas forcément au bon moment et tu prospectes pas au bon moment. Du coup, tu vas te prendre une vague de non, mais qui serait peut-être oui, en fait, 2 mois plus tard, tu vois? Donc il y a enfin, peut-être préciser que, tu vois, parfois, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans le scope de pourquoi tu reçois plus de non à tel moment, sur un nombre de personnes, quoi. ouais. Mais après, ce qui est important, je pense, c'est que tu vois, pour quelqu'un qui est freelance comme moi, évidemment, si j'ai que des noms, ça va être problématique parce que en termes, enfin, pour le client, tu vois, si je lui apporte rien, moi, si tu veux, j'aurai des éléments. Si j'ai que des noms, peut-être que je vais avoir des éléments en tant que marketeur pour comprendre pourquoi j'ai que des noms et améliorer mes campagnes à venir. Mais effectivement, c'est mieux d'avoir des réponses, quitte à ce qu'elles ne soient pas positives, que d'avoir zéro réponse. Ce qui est le plus alarmant, c'est effectivement d'avoir vraiment zéro réponse. Là, c'est qu'il y a des problèmes. S'il y a que des noms, ça peut être lié à plein de choses, mais ça peut aussi être lié à l'offre. Et enfin, ce que je voulais ajouter en termes de stats aussi, la stat un peu finale, euh, que tu peux avoir en termes de taux de booking, de taux de conversion, en moyenne, tu vas être entre 2 et 5%. Donc c'est pas si énorme que ça. Encore une fois, c'est des moyennes. Encore une fois, on peut faire 10 fois mieux, évidemment. Mais en termes de moyenne, on va plutôt être sur ce ratio. Bah, c'est déjà pas mal en fait avec, un canal qui est, LinkedIn et l'email sans intégrer, la partie content, sans intégrer la partie call, je trouve ça en tout cas, pas mal. Si tu rajoutes d'autres canaux, tu Ouais, peux monter encore plus loin, à ce niveau-là. bien Puis sûr, ouais. surtout les boîtes par exemple qui font du SEO à côté, enfin tu vois? Genre, faut vraiment là du coup peut-être, insister sur le fait qu'on va être sur 2, on est sur 2 canaux. Qui sont Ouais. surexploités en plus, surtout important de le dire, qui sont surexploités en fait, par beaucoup de personnes. OK,
Autre Ouais, mais question. après, Vas-y, dis. excuse-moi, ce que je voulais Non, bien sûr. ajouter aussi quand tu disais que qu'on pouvait ajouter le SEO, le contenu LinkedIn. Tu vois, sur le contenu LinkedIn précisément, ça a quand même un gros rôle quand tu fais de la prospection LinkedIn, de le faire avec un profil qui est actif, qui poste, qui a déjà peut-être une petite notoriété, etc. Ça sera toujours beaucoup plus efficace. Parce que si la personne a envie de te répondre, ce qui va se passer très probablement, c'est qu'elle va visiter ton profil. Et tu vois, là, soit ton profil il est vide, soit elle voit que t'es une vraie personne qui est active, qui publie du contenu, ça va asseoir ta légitimité sur un sujet. Donc ça, c'est clair que j'allais dire une astuce, mais c'est même pas une astuce. C'est pour prospecter sur LinkedIn. Bah aujourd'hui, t'es quasiment Obligé d'avoir une obligé, ou du activité, moins bon. c'est beaucoup plus simple, ouais, d'avoir une activité. Non, mais en fait, tu fais bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de commerciaux justement, qui disent: «Ouais, moi je suis commercial, j'ai pas que ça à faire, moi je vais contacter, je vais utiliser mon Sales Navigator et puis je vais aller contacter from scratch, des personnes, sur LinkedIn». Ça, c'est hyper important, en tout cas pour les motiver à faire du contenu. L'idée, c'est pas de faire du contenu tous les jours, pour se construire une brand, mais au moins quand on est commercial, en plus d'une boîte, on peut parler de sa boîte, on peut présenter un use case, on a plein de possibilités en termes de contenu à faire. Et pour moi, pour, rajouter un peu un retour d'expérience là-dessus, à chaque fois que j'ai fait des campagnes, en plus sur des profils qui n'étaient pas vraiment en lien avec ce que je partage, parce que je partage principalement du contenu sur le sales, et beaucoup des dernières campagnes que j'ai faites, c'était sur les DRH, donc a priori, je parlais pas de recrutement ou je parlais pas, d'inclusion, diversité. C'était les 2 problématiques sur lesquelles je parlais beaucoup, ou en tout cas, sur lesquelles, pardon, je prospectais beaucoup. Et en fait, j'avais un taux, tu vois, d'acceptation, tu parlais tout à l'heure, d'un taux d'acceptation de 30 à 35. Enfin, moi, il était largement élevé, mais du coup, je me suis dit: Ouais, «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Et ben, en fait, c'est tout simplement, j'en ai fait la conclusion que les gens allaient voir mon contenu, allaient voir mon profil, voyaient, bah, que, je faisais des posts. Là, maintenant, avec le badge Top Voice, ça augmente encore plus parce qu'on se dit: «Bon, bah, elle a des choses en à plus, dire». ouais. Voilà, Petit du bonus. coup, c'est juste, petit bonus qui fait que, bah, en fait, faire du contenu, ça fait que tu passes beaucoup moins pour le sales un peu relou qui va, du coup, tu vois, bombarder la Ouais, personne. Donc du coup, tu passes pour ça quelqu'un montre qui, ton voilà, expertise. exactement, de Ouais, fou. ça montre ton... Ouais, donc ça m'étonne pas que tu aies pu largement augmenter ces chiffres. Ouais, mais c'est clairement dû à Tu vois, ça, puis hein. c'est lié à ton podcast aussi, Ouais, c'est lié à plein de choses. Tu vois, ça reste un écosystème global, mais ouais, clairement, faire du contenu, ouais, c'est super important. clairement. OK, du coup, très bien pour ça. Je voulais juste aussi également, parce que ça m'est venu comme ça la question avant de parler, d'un exemple de campagne, parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après, donc l'idée c'est qu'on soit efficace. Mais j'aimerais juste te poser la question un petit peu sur les proportions, en fait. Il m'arrive Ouais. beaucoup d'accompagner des boîtes et je vois, que parfois c'est assez énorme, tu vois? Le nombre de contacts qu'elles vont intégrer dans leur campagne et cetera. Elles vont automatiser avec des outils, type Lemlist, la grosse machine et cetera. Toi, est-ce que tu as des recos là-dessus ou en fait pas du tout, ça dépend du secteur et cetera? Ou pour justement suivre et déclencher ces conversations, ça demande de pas avoir, tu vois, des centaines et des centaines de personnes à activer, tu vois, toutes les semaines, quoi. Ouais, bah, je peux évidemment, ça va dépendre de différents facteurs, mais je peux quand même te donner des fourchettes. Ce que je voulais préciser juste avant, c'est que je pense que ton audience est familière avec ça, mais c'est qu'il y a quand même une notion qui est importante de tiers 1, tiers 2, tiers 3. Ouais, Que sur ton tiers 1, surtout si tu as une taille de marché adressable qui est pas énorme, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée d'automatiser. C'est peut-être bien d'aller parler en vrai à chacune de ces personnes et d'avoir des conversations qui sont pas du tout automatisées. Surtout quand bah, derrière, tu as une offre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, que c'est pas quelque chose qui se vend facilement et que tu peux vite cramer tes cartouches parce que ta taille d'audience adressable est pas énorme. Là-dessus, je veux pas forcément automatiser. Ensuite, sur le reste, enfin, je veux pas conseiller d'automatiser. Sur le reste, sur tiers 2, tiers 3, par rapport à la taille des audiences sur lesquelles j'envoie mes campagnes, c'est ça? ouais, c'est-à-dire que tu as des slots de combien par semaine, par exemple? Grosso modo, même si effectivement, en fonction de la taille de marché, ça peut changer. Mais typiquement, je te le dis Ouais, parce que moi, j'en connais encore qui font des campagnes où ils vont mettre 300 gus dans une campagne de mail, tu vois? Bon, moi, ça me paraît ouais, beaucoup, en fait, quand tu veux derrière, en fait, tu vois, si tu en as 200, alors ça n'arrive jamais, mais si tu en as 200 qui disent, «Ouais, OK, cool», pardon, qui répondent à ta question parce que tu poses des super questions, tu vois? C'est compliqué ensuite d'avoir des conversations un peu intelligentes, et qui, vont apporter de la valeur et qui vont amener vers le vendre rendez-vous. Évidemment, là, je suis ouais, dans la caricature, mais tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour, tu vois? Parce que moi, je suis plutôt team. Je te pose la question parce que moi, je suis plutôt team, je mets beaucoup
peu de personnes. Déjà, j'automatise très peu, mais je mets peu de personnes, en tout cas, si, je décide d'automatiser, sur justement mon tiers 2 ou mon tiers 3. Du coup, j'ai pas voilà et puis la plupart du temps, en fait, j'automatise pas. Donc forcément, si j'automatise pas, on en a déjà parlé, je vais pas pouvoir, tu vois, contacter, des centaines et des centaines de personnes, sur la semaine. Mais quand tu automatises, ce serait quoi pour toi le bon ratio? En fait, hem, sur ce que tu disais par rapport au fait que tu as pas forcément le temps de répondre et cetera, évidemment, ça, c'est un indicateur que tu vas prendre en compte. Il faut que tu puisses traiter les conversations derrière. Ça, c'est primordial. Il faut pas que ça soit j'ai envie de dire, faudrait pas que ça soit une limite. Sur la taille des audiences, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'une audience de 300 personnes. En fait, moi, ça me choque pas plus que ça, tu vois? Ce qui va me choquer, c'est quand tu commences à dépasser les 1000 personnes. OK. Dans la tech notamment, même en segmentant bien avec les bons signaux d'achat, et cetera, c'est possible que tu aies 300 personnes, dans ton audience. Je dirais qu'au-delà, c'est quand même qu'il commence à y avoir un problème sur de la précision. C'est sûrement que tu peux faire un peu plus d'efforts sur de la segmentation, mais 300 personnes, ça me choque pas. OK. Sur les, enfin, encore une fois, bien sûr, si c'est pas sur ton terrain, sur une cible ultra prioritaire, ça dépend aussi de l'offre que tu as à pousser derrière. Tu fais pas la même prospection si derrière tu cherches à pousser un petit SaaS qui coûte 15 euros par mois, ou si tu cherches à pousser des contrats, tu sais que quand ça signe à 100K. Tu Ouais, fais pas la, tu fais pas la c'est pas même la même chose, prospection là-dessus. clairement. Sur les volumes, allez, pour donner un chiffre rond, moi, généralement, je vais arriver entre 800 et 1200 personnes par mois, parce que je cherche quand même, ok, je cherche à hyper segmenter, je cherche à ne pas spammer, à être précis, etc. Maintenant, faut être honnête, tu as quand même aussi une notion de volume qui rentre un peu en jeu. Mais Euh, c'est ça que je voulais c'est savoir. Parce que, que parfois, il y a des trucs un peu ouais, il y a des trucs un peu caricatural, tu vois, de dire qu'il faut contacter 10 personnes par semaine, et cetera. Et du coup, non, je te le dis, il y a l'inverse, tu vois, il y a le côté, voilà. ouais, Donc en fait, je c'est trouve un que juste milieu, c'est je un juste pense. milieu à Je trouver et pense, je trouve que ouais. c'est un juste milieu. Je pense que tu as quand même besoin de volume. Évidemment, évidemment, on est tous bien contents, tu vois, de dire ouais, faut hyper segmenter, machin. Et c'est vrai. Mais derrière, t'as quand même besoin d'un minimum de volume. Parce que imaginons que je fasse 80% de taux de réponse sur un échantillon de 20 personnes, et que derrière, j'ai mon tool que j'ai à pousser, il coûte 20 euros par mois. Mais en fait, ça va pas être rentable pour mon client. Donc, ça dépend des cas de figure, mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre qualification, segmentation et volume. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus simple quand même de bien segmenter, d'avoir la bonne personnalisation. C'est de plus en plus simple parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent de le faire facilement. Mais il faut quand même avoir un certain volume. OK, très clair. Alors je sais que là, il te reste pas plus de 10 minutes, donc on va essayer d'être, hyper Ça efficace. va aller, on va réussir. On va réussir. J'aimerais d'abord, avant qu'on passe, alors ça fait 2 fois que je repousse, désolée pour les auditeurs, c'est l'exemple de la campagne, le meilleur pour la fin. Mais, on a oublié un point important, c'est OK, tu poses des bonnes questions, tu maîtrises l'art, tu as pas de réponse, tu as toujours pas de réponse, ce qui est, la réalité de la vie de tout prospecteur. Qu'est-ce que tu fais quand tu as pas de réponse? Quand tu as des blancs? Ouais. Bah alors évidemment, je vais avoir des relances dans mes campagnes. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai des blancs? Bah déjà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi souvent mes campagnes elles vont être en multicanal. Donc ça peut me permettre bah, si j'ai un blanc parce que la personne en fait elle est pas très active sur LinkedIn, peut-être que par email je vais avoir une réponse. Si j'ai pas de réponse, ça peut vouloir dire soit que la personne elle est pas du tout intéressée, bah ok, là si c'est vraiment pas intéressé, tu pourras pas y faire grand chose. Soit elle est potentiellement intéressée mais t'as pas encore trouvé le petit truc qui va déclencher une réponse. Soit un autre cas qu'on oublie trop souvent, je trouve, c'est qu'en fait, bah souvent, tu sais, je pense que même toi, ça t'arrive. Tu reçois des messages, tu te dis, ok, c'est intéressant, il y a un truc, mais bah, en fait, dans 2 minutes, j'ai un call, donc j'ai pas le temps de regarder plus que ça. Et puis derrière, tu vas zapper, tu vas pas y revenir. Dans ces cas-là, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux pousser une ressource, on en parlait tout à l'heure. Tu peux apporter une précision par rapport à ce que tu as déjà dit. Tu peux, je sais pas moi, par exemple, t'as poussé ta proposition de valeur, t'as posé une question, tu peux dire bah tiens j'ai vu qu'en fait vous utilisez tel outil, nous on a une intégration qui permet de gérer ça simplement.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Ce qui montre, encore une fois, que tu as fait tes devoirs d'aller chercher des infos sur la personne. Et puis, ça peut être un point bloquant pour la personne. Et c'est une occasion de lancer la conversation. Tu peux aussi parler d'une douleur alternative. Souvent, les outils, souvent un produit ou un service, il répond pas à une seule et unique douleur. Tu vois, il y a souvent plusieurs angles d'attaque. Donc, tu peux aussi essayer de varier sur les douleurs alternatives. Mais l'idée globale, quand même, c'est de pas spammer, c'est de continuer d'apporter de la valeur dans tes relances. Je m'interdis pas de faire un message où je vais dire, bah tiens, est-ce que tu as bien reçu mes messages, ou un truc vraiment très simple, hein, qui tient en une ligne. Mais si tous tes messages, c'est est-ce que vous avez je sais que vous êtes très occupé, mais est-ce que vous avez tu la connais celle-là, je sais que vous êtes très occupé, mais est-ce que vous avez pu prendre le temps de regarder mes messages? Là, effectivement, là, tu commences à arriver dans du spam. Puis après, tu as l'autre cas de figure où bah, peut-être que toi, tu vas bien connaître ça. C'est où tu as déjà une réponse qui est potentiellement intéressante. Et ça, c'est un cas qui arrive souvent, en fait. T'as quelqu'un où tu sens qu'il y a un intérêt, donc tu réponds, tu fais ta petite réponse, etc. Potentiellement, tu proposes d'échanger, etc. Et là, t'as plus de réponse, tu vois. Plus de son, plus d'image. Si près du but. Ouais. Du coup, tu peux relancer avec les différents moyens que je viens d'énoncer. Un use case notamment, ça peut être pertinent. Mais sinon, moi, ce que je pense qui est bien à ce moment-là, c'est en fait prendre ton téléphone, appeler la personne. Tu peux avoir son numéro facilement. C'est même plus vraiment du call parce que la personne, t'as déjà échangé avec. Tu peux directement commencer par le fait que tu peux rebondir sur la conversation que tu as eue sur LinkedIn ou par mail, et puis essayer de creuser à ce moment-là par téléphone. Je pense que c'est important dans ces cas-là où tu as réussi à avoir un intérêt, tu as réussi à avoir une réponse, de ne pas abandonner et de le faire au téléphone. Et surtout, battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. De Ouais. pas trop attendre parce que en fait, les priorités d'une boîte, elles changent, très, très rapidement. OK, très bien, très clair. Bah, du coup, maintenant pour illustrer tout ça, du coup, je pense que tu es le plus à même de nous dire, donner un peu un exemple de campagne qui fonctionne bien. Je le rappelle, hein, tu as quand même, du coup, un média que tu as développé justement autour de ça, où, tu partages, tout simplement, des campagnes outbound, testées, par des sales, du coup ou des growth marketers. Du coup, est-ce que tu peux nous en donner une, voilà, que tu as Ouais, non mais t'inquiète, je veux même t'en partager deux. Euh, trop cool. et en fait, si tu veux, les campagnes que je vais te présenter là, enfin, je vais te présenter le premier message, on va pas faire les relances, etc. Mais ça va illustrer les points que j'ai donnés un peu plus tôt. Donc un premier exemple que j'ai de campagne que moi j'ai fait, qui avait bien fonctionné et qui va illustrer le côté ressources dont je parlais, c'est une campagne que j'ai fait pour une fintech avec une cible d'experts comptables qui font du conseil patrimonial. En fait, ma première difficulté en termes de segmentation, là, c'était d'identifier les experts comptables qui font du conseil patrimonial, parce qu'en fait, la plupart des experts comptables n'en font pas. Donc pour ça, ce que j'avais fait, en termes d'outillage, hein, c'était du Sales Navigator, une segmentation via les études. Et en fait, on avait trouvé une petite formation, un diplôme qui est passé généralement, alors que les experts comptables exercent déjà. Certains, en fait, ils ont passé un diplôme spécifique qui est lié au conseil patrimonial. Donc en fait, quand tu vois ça sur leur profil, et c'est une information que tu peux facilement segmenter avec SalesNav, c'est que tu sais qu'il y a 90% de chances qu'ils fassent du conseil patrimonial. Et là où j'avais de la chance, c'est que mon client, en l'occurrence, il a aussi fait cette formation. D'ailleurs, c'était une information qui était visible sur son profil LinkedIn. Et ça me permettait d'accrocher mon prospect avec ça. Tu vois. Je lui dis, tiens, ok, j'ai vu que tu as fait telle formation. Moi aussi, je l'ai fait. J'en suis très content. Ça fait un premier angle pour ouvrir la conversation. Tu vois, le côté un peu alumni, etc. Surtout quand c'est des petites formations un peu niche, ça peut permettre de déclencher la conversation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette accroche, tu vois, moi, je place pas les accroches ou les icebreakers juste pour essayer de trouver un truc personnalisé. Il faut que ça soit lié au reste de ton message. Sinon, pour moi, tu perds complètement en efficacité et ça sert à rien. Mais là, la suite de mon message, c'était lié à cet aspect conseil patrimonial. Et en fait, je lui propose une ressource. Et c'est une ressource qui a été faite avec l'outil de mon client. Pareil, comme je disais tout à l'heure, je n'envoie pas directement la ressource. Dans un premier temps, je lui demande si ça l'intéresse. OK.
question à laquelle il est simple de répondre. Ouais, oui ou non? Et ça me fait donc un deuxième axe pour, euh, pour enclencher la conversation. Et puis une fois la conversation déclenchée, tu vois, si la ressource, encore une fois, la ressource elle était personnalisée, etc. Si la ressource elle est quali, c'est beaucoup plus simple de partir sur une démo. Donc tu vois, sur cette campagne, à la fin, j'avais eu 45% de taux de réponse et environ la moitié l'environ la moitié est passée sur un call derrière. Propre. Juste une petite question par rapport à ça. Quand la personne te répond «oui», que tu as envoyé une ressource personnalisée et qu'elle est cool, comment justement tu passes de ce moment-là, c'est ton petit secret là, la secret sauce, de Ouais. ce moment-là à la démo, comment tu passes justement? Parce que ça c'est pas forcément évident, tu vois? La personne dit: «Bon, bah, OK, fine, j'ai la ressource, je la prends et puis, Ouais, bisous». bah là, en fait, là, dans ce cas précis, tu vois, la ressource, comme je te disais, elle était faite avec l'outil de mon client. Donc, si tu D'accord. veux, si j'avais donné un truc qui avait rien à voir avec l'outil, là, ça peut être plus compliqué de passer sur un call. Là, c'est peut-être le moment où tu vas passer sur une optique presque setting, où tu vas chercher des infos pour relancer la conversation, etc. Là, ça s'est fait assez naturellement parce que c'était un PDF issu de l'outil de mon client. Donc, si tu veux, sans trop d'efforts, c'était assez simple d'embrayer sur la proposition de, je sais pas si c'était noté comme étant une démo ou juste un call, mais c'était assez simple OK, d'embrayer là-dessus. Mais OK, ça va tranquille. dépendre de la ressource. Ouais, OK, nickel. Tu en avais une petite deuxième, genre juste pour finir peut-être pour ouais, bah conclure? du coup ouais, la deuxième c'est une campagne qui a été présentée sur Outbound House par Alexis, qui a cofondé Faro, donc il y a un outil de base de données pour la prospection avec énormément de filtres, un outil que j'aime beaucoup d'ailleurs, bref. Et en fait, il est passé sur Outbound House. Et là, ce qui est intéressant, lui, c'est en termes de segmentation. Si tu veux, la séquence qu'il a présentée, c'était une séquence pour l'acquisition de Faro. Et donc, il voulait trouver les gens qui faisaient déjà du cold email. Et c'est pas forcément une information que tu trouves facilement, ça, le cold email. Tu vois, tu peux facilement trouver les boîtes qui font des efforts SEO parce que tu vois qu'elles ont du contenu sur leur blog, etc. Tu peux facilement trouver les boîtes qui font du LinkedIn Ads parce que tu as les librairies LinkedIn Ads, etc. L'information sur qui fait de la prospection, à moins d'avoir des graph outbound directement dans la boîte, bah, c'est pas forcément facile à trouver, notamment sur des petites boîtes PME qui n'ont pas forcément des profils dédiés. Donc en fait, là, lui, il avait utilisé l'Emlist, et sur l'Emlist, il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'Emcall, qui permet de réchauffer les emails, donc dans une optique de délivrabilité. Donc en fait, ça simule des conversations par email entre les utilisateurs de l'Emworm. Lui, derrière, en fait, il a allé chercher les mails des autres utilisateurs avec lesquels il a eu des conversations fictives, et ça lui permet d'avoir une base de prospects, de Waouh! personnes dont il sait qu'ils font déjà du cold emailing, tu vois. Et ça, tu vois, encore une fois, c'est le genre de petit effort. C'est un peu relou à faire parce que Là, on est sur du vrai intent data, mais c'est important que tu le dises parce que ouais, parfois aujourd'hui, on entend parler d'intent data et on est sur des trucs assez basiques, genre justement ce que tu pouvais dire, aller regarder sur ses navigateurs si la personne est en levée de fonds. Bon, ça te dit pas grand-chose. Une boîte qui est en ouais, levée de fonds, tu vois, c'est pas forcément toujours en plus, c'est juste surexploité c'est comme intent surexploité data. et puis c'est pas toujours en plus le bon moment, tu vois? Genre ils ont fait une levée de fonds, ils l'ont annoncé le mercredi, tu arrives en disant: «Vous avez fait une levée de fonds, j'aimerais, ça». Bon, c'est pas le moment. Il y a plein de trucs qu'ils ont à faire d'abord avant de Ouais, répondre peut-être sur ton sujet ou sur le problème que tu veux résoudre. Donc, en tout cas, là, c'est vraiment du vrai intent data et ouais, c'est bravo, quoi. Mais en même temps, c'est bien ouais, que tu le dises parce que ça permet en fait aux auditeurs de se dire, voilà, c'est vraiment l'extra mile, le truc que peu de personnes vont faire et du coup qui fonctionne parce que, enfin, là, tu as une approche qui est genre ouais. juste formidable, quoi. Ouais. Genre, Bah, c'est souvent ça en matière d'intent data. De toute façon, plus c'est compliqué à récupérer, plus ça demande des efforts, moins il y a de gens qui vont l'utiliser et plus ça fera son effet quand tu l'utilises dans la prospection. Et tu vois là, Alexis, après dans son mail, si tu veux, il partait de ce constat que la personne fait du cold email. Il parlait de sa solution et il demandait un avis. Aujourd'hui, le fait de demander un avis, je trouve que ça marche. Tu vois, ça c'est une séquence qu'il a dû faire il y a un an et demi. Aujourd'hui, le fait de demander un avis sur l'outil, je pense que les gens ils ont compris. Tu vois que quand tu demandes un avis sur l'outil, c'est juste que tu as envie d'avoir des testeurs et en fait l'avis tu t'en fiches un peu. Donc je l'utiliserai pas forcément aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, c'était une bonne solution pour lancer la conversation. Mais tu vois, aujourd'hui, ils pourraient simplement poser des questions pour savoir comment ils font pour créer des listes de prospects. Ils pourraient appuyer sur des douleurs. Tu vois, la douleur à laquelle répond Faro, c'est que
Si tu passes par SalesNav, tu dois avoir SalesNav, tu dois avoir un outil pour scraper, tu dois avoir un outil pour enrichir, potentiellement un outil pour vérifier, même si ça tend à se réduire. Mais il aurait pu appuyer sur ces douleurs-là. Maintenant, ce qui est intéressant là sur la séquence là, c'est quand même en termes de segmentation. Si tu as une bonne segmentation, tu pourras enclencher plus facilement des conversations, et c'est là-dessus que je voulais insister. Complètement. Bah, du coup, en plus, c'est une bonne manière de finir, l'épisode, notamment en disant que, bah, en fait, ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. Donc, avec, Ouais. vraiment cette nécessité, en fait, d'itérer, de tester toujours. Toi, du coup, c'est quoi ton process justement pour pouvoir, toujours te mettre à jour, et cetera? Bah, tester par moi-même, je pense il y a aussi beaucoup de je pense qu'il y a pas de il y a très rarement des vérités absolues, tu vois? En matière de prospection. Tu as telle personne qui va dire ça marche plus. Tu vois, on a beaucoup entendu que les e-books, ça marchait plus, que telle chose marchait plus. Je pense que ça dépend vraiment de ta cible. Il y a des choses, on va dire ça marchait en 2023, ça marche plus. Sur certaines cibles, ça peut encore marcher. Donc, tester des nouvelles choses et ne pas s'arrêter sur des dogmes. OK, très clair. Bah, en tout cas, merci énormément, Florian. Du coup, je le redis, si vous avez envie d'avoir des conseils sur, comment être un as de la prospection, notamment outbound, allez vous inscrire. C'est une des rares newsletters dans lesquelles je dis: «Allez, Mhm. go!» sans hésiter. Allez vous inscrire, c'est sur Substack. Vous avez un podcast, vous avez une newsletter et vous avez d'autres formats qui vont arriver. Donc voilà, gros média, outbound. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter, Florian, par rapport à ça? Non, bah trop bien, bah super. Bah Trop écoute, bien. merci encore pour l'invitation, c'était Bah, un avec plaisir. plaisir. Merci pour toute la valeur que tu as apportée. Même moi, en fait, tu m'as donné 2-3 petits trucs pour pouvoir, pimenter, mes campagnes qui vont arriver. Du coup, Bon, bah merci trop bien. beaucoup et bah, écoute, je te dis, à très bientôt et du coup, bon courage pour ta prospection. Ciao, ciao. Merci Laetitia, ciao ciao, À salut. plus. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.